Bien, je vous remercie déjà d'être présent parmi nous ce soir. Vous allez voir que on va parler de choses, bien sûr, qui concernent chacun d'entre nous, chaque citoyen, parce que on va parler d'une loi qui a été votée la semaine dernière et sur laquelle il y a beaucoup de problèmes qu'on va retrouver dans la vie quotidienne de tout le monde. Donc, les concessions hydrauliques aujourd'hui, pour la partie d'EDF, sur le sud-ouest de la France, représente 3 à 4 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 3-4 réacteurs nucléaires. Voilà, pour représenter un petit peu ce que ça fait. Et sur un parc installé en France d'une vingtaine de gigawatts, donc l'équivalent d'une vingtaine de réacteurs nucléaires. C'est une concession, en fait, c'est une exploitation qui n'est pas sous forme de vente. On donne à un exploitant la capacité d'exploiter une installation durant une période donnée. Et en fait, l'État se récupère sur la taxation de cette production. Est-ce que ça nous rappelle pas un peu une histoire autour des autoroutes, ça ? Si peu. Je ne sais pas pourquoi vous évoquez ce parallèle. Effectivement, les autoroutes ont été vendues au privé strictement au moment où elles étaient amorties et où elles allaient rapporter de l'argent à l'État et donc à la collectivité. Les candidats sont déjà affichés, ils affichent même leur préférence pour certaines centrales, et ArcelorMittal sont très intéressés par une centrale qui est dans la vallée de la Maurienne, à 15 km d'une de leurs aciéries, donc ils ont vraiment envie de prendre l'électricité quand ça les arrange pour la distribuer chez eux, et la mettre bien sûr sur le réseau le soir d'hiver où il fera moins 15 dans la vallée de la Maurienne, et que ça rapportera plus de vendre l'électricité en pointe que de faire un rouleau d'aluminium. Ce qui est important de dire, c'est que le choix que le gouvernement fait, c'est un choix de désoptimisation d'un outil de production qui marche. Particulier, pourquoi? Parce que, déjà, par définition, l'hydraulique, c'est quelque chose qui est renouvelable et ça n'émet pas de CO2. Ce débat-là, il n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'il y a de réels problèmes environnementaux qui touchent à la fois la planète dans son ensemble, mais également tous les citoyens dans leur vie quotidienne. Parce que le réchauffement planétaire, on est aujourd'hui sur une réalité. Les baisses de consommation, c'est l'hydraulique qui assure, entre autres, l'hydraulique qui assure le passage de ces pointes, en baissant ou en augmentant la production pour assurer l'équilibre permanent, parce que je rappelle que l'électricité, c'est quelque chose qui ne se stocke pas. Donc il faut produire ce qu'on a besoin, pas plus, pas moins. Donc l'hydraulique a un enjeu d'équilibre de réseau très important par rapport à ça. Alors aujourd'hui en France, on a une règle, ça s'appelle la péréquation des tarifs, c'est-à-dire qu'on habite n'importe où, on paye tous le même prix. Est-ce que demain ça sera possible? Ça c'est une vraie question. La production hydraulique, mais pas que, puisqu'on a aussi, pas souvent abordé ou très peu abordé, c'est que le développement des énergies renouvelables, qui paye au bout, c'est l'usager. Ça s'appelle la CSPE, sur les factures, contribution de service public de l'électricité, et en fait, une grosse partie de cette contribution sert les coûts d'achat supplémentaires faits à EDF pour racheter cette énergie. C'est que le premier émetteur de gaz à effet de serre, c'est les transports. Alors, le transport terrestre, je ne parle pas de ferrovie, mais tout ce qui est... Or, ils sont quasiment absents de cette loi. Vont faire qu'accentuer cette problématique d'augmentation des rejets liés au transport. Loi Macron qui va mettre en concurrence les bus avec le ferroviaire. Et vous l'avez tous entendu, je pense, quelques jours a été annoncé la fermeture des lignes régionales et la substitution, encore une fois, par des transports terrestres et notamment par les bus. Donc on voit bien là, on parle d'une transition, d'une loi de transition énergétique à croissance verte. En fait, on va complètement à l'inverse. D'abord remercier Henri Faringue de l'initiative parce que bon, enfin, c'est du boulot. On sait ce que c'est d'essayer de prendre ce type de dossier. Bon, je suis Bernard Piès, maire de Prémian, sur la commune sur laquelle il y a un barrage, donc il y a une usine électrique. Voilà. Donc vous êtes concerné. Je suis concerné, c'est pas. Mais vous savez, les pouvoirs publics, ils nous font beaucoup de misère en ce moment. Je le sais. Les maires, les petits maires, les maires des ruraux en particulier. Mais on se rend compte que ça sert à rien, on peut respecter tout ce qu'on veut avec l'AMF, qui est notre grande organisation des maires ruraux de France et puis l'Assemblée des maires de France.
On a été contre à 95% sur les réformes territoriales qui se font actuellement, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, puisque bon, ça passe, ça repasse au Sénat, ça revient à l'Assemblée, c'est voté. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ma question, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est devant le fait accompli. On arrive là, maintenant, à pierre de touche, comme on dit. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Voilà ma question. On a bien vu que sur les autoroutes, les représentants des citoyens ont été défaillants. Ceux qui ont décidé des augmentations, ceux qui ont pris en otage les usagers, c'est les gros groupes. Et pourquoi, dans l'hydraulique, les collectivités locales, avec leur bonne volonté, elles pourraient s'imposer, alors qu'elles ne l'ont pas fait sur les autoroutes. Donc on voit bien que, en fait, les collectivités locales, elles vont porter un certain nombre de responsabilités. C'est un prête-nom pour que les gros groupes financiers, eh bien, eux, fassent des bonnes opérations. Donc je pense que, et le gros perdant dans cette histoire, c'est l'usager, c'est vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un problème sur une centrale, avec par exemple un nouveau programme d'automatisme, eh bien, ce problème on l'identifie, on l'analyse, et après, dans nos stages de formation, sur toute la production hydraulique, on dit attention, quand il y a ça qui se passe, il faut faire comme ça, comme ça. C'est le retour d'expérience. Demain, il va y avoir différents exploitants en fonction des vallées. Donc il y aura un problème sur un outil, on va l'analyser, on va trouver la solution, mais on ne va pas aller le dire aux autres. Donc le problème, ce problème-là, il va rester ailleurs, et ça désoptimise la sécurité. Et les élus doivent avoir leur mot à dire là-dessus. C'est pas possible qu'aujourd'hui, ceux qui votent les lois ne répondent pas à ces questions-là, qui passent au tableau et qui nous fassent la démonstration qu'avec 10 opérateurs, on est plus performant qu'avec un sur les questions de sécurité. Moi, ça c'est des vraies questions. Jean-Pierre Béraud, je suis le maire de Saint-Martin-de-Larçon. Je voudrais répondre sur deux choses. Vous avez parlé tout à l'heure de l'information des élus. C'est ce soir qu'on apprend les élus locaux, tout ce qu'on dit, nous avons été informés par personne. La deuxième chose, c'est la participation des collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, aux sociétés d'économie mixte. C'est une profonde assurance. Ce n'est pas la vocation des collectivités territoriales que de fabriquer ou d'exploiter de l'électricité ou de fabriquer ou d'exploiter des autoroutes. Ça, c'est effectivement pour faire un grand voile de vapeur et pour enfumer tout le monde. La troisième chose, c'est que pendant très longtemps, sans y être forcément très favorable, j'ai pensé ou je croyais que le libéralisme, du moins ce qu'on appelle maintenant le libéralisme, et qui s'appelle en fait le capitalisme, eh bien, quand on mettait de la concurrence, ça générait des baisses de prix. Or, aujourd'hui, on nous explique qu'on va mettre en concurrence et que l'électricité va augmenter de 30%. En gros, ce qu'on nous explique. Alors, je n'ai rien compris au système, parce que vous savez. Vous voyez, il faut se poser d'autres questions. Quant à la réponse que l'on peut faire, il n'y en a qu'une. Une seule. C'est celle des urnes. Il n'y en a pas d'autre. Nous sommes dans une démocratie. C'est celle des urnes. Voilà. Non, je les mets tous ceux qui ont voté cette loi, il n'y a aucun député qui se présente. Alors, quel qu'il soit, je les fous tous dans le même panier. À un moment donné, pendant les campagnes, on les voit partout. Dans l'Ariège ici, ça doit être la même. Moi, je vote ici, donc les papiers, je les reçois. Je vote à Saint-Étienne-Almagnan, les papiers, je les vois, du coup. J'en ai eu une pleine boîte aux lettres. Quand il faut venir rendre des comptes, ils sont où? On en a un député sur le canton, il a été informé, que je sache, on a le retour. Peu importe ce qu'il a voté, mais je m'en fous qu'il ait voté pour ou qu'il ait été contre à la limite, s'il l'a fait en son âme et conscience. Mais qu'aujourd'hui il soit là pour nous expliquer la démarche et qu'il soit là pour apporter de la contradiction. Parce que nous on ne dit pas qu'on a la vérité. Moi on donne des faits. Il est où? S'il est bien joué, alors soit il vous fait des petits faux à l'Assemblée nationale. Enfin, moi on y a été pour d'autres raisons invité à l'Assemblée nationale, mais c'est comment ça se passe? C'est insupportable. J'ai le sentiment, moi aujourd'hui, alors il a raison le maire de Saint-Martin-de-Larçon,
qui sépare les urnes. La problématique, c'est que les gens aujourd'hui, ils s'en dégoûtent des urnes. Voilà, moi j'ai un CAP, donc pourtant j'ai eu des bons professeurs. Hein. Ils sont dans la salle. Espagnol, les Gustave Roller, ça aide pas. Lucille, ça aide pas, reste merde, je te le dis. Une décision politique, c'est-à-dire que on pourrait parler d'EDF, on peut parler de l'eau, on peut parler de la santé, on peut parler de l'éducation, on peut parler de la SNCF, et tout le monde en est réduit à faire le même constat, c'est-à-dire que les services publics vont disparaître. La vigilance, parce qu'on dit que les élus ne sont pas au courant, c'est faux. C'est faux, parce que la loi, ils la votent. Et puis, c'est nous ce qu'on appelle, c'est la lutte de classe. C'est-à-dire revenir à des problématiques qui sont quand même de lutter ensemble pour un meilleur service rendu aux usagers. Poser la question du pétrole, des transports routiers. Moi qui habite sur Bédarieux, et avec les cheminots, mais aussi avec la population, ça fait des années qu'il y a une bataille qui est menée sur le ferroviaire entre Béziers, Neussart, Clermont-Ferrand, Paris, mais qui en même temps, cette ligne permet à Arcelor, sur Saint-Chély là-bas, de fournir des bobines d'aluminium qui pèsent 50 tonnes chacune, de les mettre sur rail, et on est en train de décider aujourd'hui de la fermeture de cette ligne, de la desserte, et donc Arcelor va finir aussi par s'en aller de Saint-Chély, quoi. Donc c'est tous les milieux ruraux qui sont touchés en premier. Et moi je comprends qu'y compris le gouvernement ait la trouille d'aller affronter les citoyens, les maires des petites communes, sur des questions qui préoccupent tous les milieux ruraux. Parce que ce qui se passe en ce moment dans notre pays, c'est un combat entre, d'un côté, une notion de service public. On était dans une entreprise nationalisée avec l'EDF, qui était une entreprise en plus qui réunissait et l'électricité et le gaz. Et aujourd'hui, on a une multitude d'entreprises dans ces entreprises historiques, avec des garanties différentes, et où la notion de service public échappe complètement à ceux qui dirigent ces entreprises. Ils s'en foutent. Or, ceux qui aujourd'hui guident le pays, guident la planète, s'en foutent de l'environnement, s'en foutent de savoir combien les usagers vont pouvoir payer ou pas payer le prix de l'électricité, ce qu'ils veulent, c'est effectivement remplir les actionnaires et les dividendes qui leur sont versés. Ceux-là, aujourd'hui, dirigent la planète, dirigent le monde. Et moi, je pense qu'une initiative comme celle-là aujourd'hui peut permettre de répondre à la question du premier maire qui, tout à l'heure, se disait « Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, quoi ? Par où on essaie de s'en sortir ?» Parce que la politique aujourd'hui, c'est d'avancer caché, c'est de prendre des décisions dans le dos des gens, de faire croire qu'on va les consulter, mais en fait, on ne consulte personne. Et nous, sur un sujet comme celui-là, on l'a bien vécu dans la région, puisque ça a été le syndicalisme, et pas que la CGT, mais d'autres syndicats aussi, qui ont permis qu'il y ait un débat qui soit organisé sur la question de la transition énergétique et qui donne un peu la parole aux citoyens. Mais les élus qui pouvaient prendre cette responsabilité ne l'ont pas prise au départ. Il a fallu que ce soit des salariés, des organisations syndicales, quelques élus qui poussent les fesses des autres pour leur dire « il nous faut ce débat ». Et puis le compte final, c'est que les usagers, ils en ont marre de cette politique-là et de dire on a le droit aussi à avoir un service public nationalisé dans notre pays. C'est pas une idée qui est complètement imbécile, quoi, je veux dire. Pour peu que les entreprises qui sont effectivement nationalisées soient des entreprises où on prend en compte les questions environnementales, les questions sociales et les questions des usagers de ce service public. Voilà. Merci beaucoup. Alors on a dans certains endroits des communes qui ont développé par exemple l'éolien. Ces communes-là, effectivement, ont une rentrée d'argent avec l'éolien, bien évidemment sur le territoire de la commune. Sauf qu'en même temps qu'ils développent l'éolien sur leur commune, ils ont, et ça a été dit tout à l'heure, de plus en plus de citoyens en précarité énergétique. Qu'est-ce que font les communes ? Elles vont les aider. C'est-à-dire que d'un côté, on va récupérer du financement parce qu'il y a des éoliennes,
Mais de l'autre côté, comme on voit la facture augmenter, notamment au travers de ces contributions, on a de plus en plus d'usagers en situation de précarité énergétique qui ne peuvent plus payer leur électricité, et donc on fait appel au fonds, aux aides sociales qui existent aujourd'hui dans les mairies. Et bien, je pense que ça mériterait quand même qu'on regarde la balance entre les deux, et peut-être qu'on s'apercevrait, et certainement qu'on s'apercevrait, qu'économiquement, il y a peut-être des choses à faire, et peut-être à faire autrement. Parce que sur la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, effectivement, c'est aussi quelque chose... Enfin, on est dans un système, de toute façon, ça a été un peu dit, depuis 15 ans, il y a une volonté des politiques qui se succèdent de déréglementer complètement le secteur. Alors, c'est pas pour le péter, c'est pour en tirer le plus de profit possible. Ils veulent surtout faire en sorte... Ce qui est inadmissible depuis 15 ans pour eux, c'est que ce soit un monopole public. Si demain ça devient un monopole privé, ça posera aucun problème. Ça leur posera aucun problème, dans la mesure où ils seront en capacité de capter le maximum de profit qui sera fait au travers de ces productions, enfin de cette question-là. Et moi je crois qu'effectivement il y a une question qui est au cœur, c'est la question du service public. On voit bien aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on déréglemente, sous prétexte d'améliorer, de réduire la facture, ce qui est d'ailleurs très, très rare, ben, on s'aperçoit que effectivement, c'est l'usager qui paye, c'est le service public qui se dégrade, c'est la fermeture de lieux de proximité. Ça aussi, c'est extrêmement important pour les communes, c'est-à-dire que, parce qu'on est dans une logique qui est une logique de profit, une logique de réduction des coûts pour engranger plus de capital, on va fermer des lieux de proximité, ça coûte trop cher. Pour l'énergie nucléaire, c'est un rapport de la Cour des comptes qu'il a démontré, en comptant l'investissement initial, les investissements, les entretiens courants, le démantèlement de la centrale, la construction bien entendu, et le stockage des déchets. Tout ceci calculé pour une durée voulue par l'exploitant de 60 ans de vie d'un réacteur nucléaire. On est à 55 € du mégawattheure. Ce charbon ou fioul, on est autour de 50 à 55. Pour l'hydraulique, on est en moyenne un peu en dessous de 40. Les énergies dites renouvelables, solaires et éoliens, sont entre 80 et 90. Donc, vous imaginez bien que ce que rachète EDF et qui rachète au-delà du prix qu'il revend à l'usager, c'est supporté par la CSPE. Il y a une centrale, la plus grande ferme solaire d'Europe qui est en train de se finaliser, près de Bordeaux, à Cestas. 300 MW installés. L'usine de Montahu, c'est combien? C'est 100 mégas. Donc 3 fois l'usine de Montahu. 958 000 panneaux solaires installés par 160 ouvriers hongrois. À la fin, 5 personnes pour l'exploiter. Donc bien évidemment, il faut que le transporteur d'énergie, le RTE, tire une ligne de très haute tension pour aller là-bas. Donc évidemment, cette ligne n'est pas à la charge du producteur, mais bien à la charge de l'usager sur la CSPE. Et le tarif de rachat d'EDF est déjà contractualisé. EDF va racheter cette énergie-là à 102 € du mégawattheure. Qui paye? Nous, moi je viens du canton de Minas, et on a un barrage sur l'Aube, le barrage d'Albème. Alors ici, il y a une usine, maintenant ça s'appelle le barrage de Mondorme, on a une usine électrique. Ce barrage n'a pas du tout vocation au départ de fournir de l'électricité, c'est juste pour fournir de l'eau sur le littoral. Le 28 novembre, on a subi de grosses inondations. On a demandé des explications parce qu'on a eu une grosse vague. Et on s'est aperçu qu'il y a quelques années, on a fait une étude sur ce barrage pour savoir si on baissait le niveau du barrage pendant les tempêtes cévenoles. Les problèmes cévenols, ça avait un impact sur la sécurité des habitants de la vallée. Effectivement, il y a eu un gros impact, sauf qu'il y avait un problème. C'est que de baisser le niveau du barrage à cette période de l'année, il y avait un moins de turbinage. Et cette petite usine qui a l'air de rien, produisait beaucoup moins d'électricité. Donc, ce barrage, il a un concessionnaire, il n'est pas EDF, c'est BRL. Bade-Rhône-Languedoc. Et c'est une société d'économie mixte. La région et les collectivités territoriales, les départements et les collectivités, les départements, possèdent pratiquement 80% des actions de cette société. Mais quand il a été s'agit de la sécurité des habitants, ils ont regardé que si il fallait qu'ils payent une compensation à BRL pour le moindre turbinage, on a mis le rapport au fond d'une pile dont on n'a plus parlé. Et tout ça, c'est des élus. C'est des élus qui avaient demandé
cette étude, c'est les élus qui ont regardé cette étude, et quand il a fallu payer, ce qui ne paraît pas normal non plus, puisque ce barrage appartient à la région, la société d'économie mixte, pratiquement à 80%, appartient aux collectivités locales, on n'aurait pas demandé aux communes de payer pour la sécurité des habitants. Là, on l'a demandé. Donc, on a oublié totalement ce rapport. Donc, il y a aussi ce problème de sécurité des habitants des vallées, là où se trouve un barrage. Est-ce que les concessionnaires privés seront prêts à gagner moins d'argent pour la sécurité des habitants? Je ne suis pas sûre. Nous, au mois de novembre, on a eu 2 mètres d'eau dans le village. Il n'y a pas eu de dégâts humains, heureusement, mais matériels énormément. Et les petites communes, les petits maires là maintenant, ils se tirent les cheveux parce qu'il faut qu'ils payent tous ces dégâts. Mais on ne va pas demander aux concessionnaires BRL de participer. Donc, où est la sécurité aussi? Mais par rapport au BRL, le barrage d'Aven, effectivement, ce n'est pas un barrage EDF, c'est le barrage du baron de Languedoc. Il ne sert qu'à alimenter le bas de l'Orbe pour pouvoir pomper Arias, pour alimenter les vignes, en fait, tout le réseau BRL du sud vers Béziers. La centrale qu'il y a, c'est que le baron devait lâcher un certain débit en permanence. Et je pense, j'étais à l'époque à Montagu, moi, quand ça s'est passé, ça devait être dans les années 80, le baron a installé effectivement un groupe de pieds pour profiter de faire de l'électricité avec l'eau qu'il lâchait pour avoir des bénéfices, effectivement. Fresky Stéphane, maire adjoint de Roquebrun. D'abord, je souhaite remercier le comité d'établissement d'EDF qui est à l'initiative de l'organisation, parce que ça fait du bien quand même de se sentir vivant un petit peu. Mais ma question est plus communale. Nous sommes à Roquebrun engagés dans une démarche de production hydraulique. Une production hydraulique avec une micro-centrale qui nous permettra de rénover les moulins du village, la digue du village, ce qui n'est pas anodin dans notre budget. Parce qu'en fait, on va toucher des crédits européens. Si le projet arrive à terme, il y aura des crédits européens qui, pas pour la rénovation, pour la production d'électricité. Comment on peut, dans notre position d'élus ruraux, appréhender cette contradiction qui, pour moi, il y a une réalité. Il ne faut pas privatiser la production électrique. Mais d'un autre côté, en tant qu'élu municipal, j'ai des fonds européens qui arrivent, des fonds régionaux certainement, qui vont me permettre de faire des investissements que nous n'aurions pas fait. Je voudrais répondre à monsieur l'adjoint du maire de Roquebrun, tout à l'heure, effectivement. Il dit on ne peut rénover les moulins de Roquebrun que parce que l'Europe nous donne un fonds pour mettre en condition de faire l'électricité. Je voudrais dire, le fonds de l'Europe, à part qu'ils aient mis une machine à billets, je pense que c'est les impôts que payent, y compris les habitants de Roquebrun, ils payent les impôts à l'Europe. Et l'Europe leur dit, vous allez utiliser ces impôts comme nous, on l'a décidé. Alors que si on n'aurait pas ces impôts à l'Europe, les gens de Roquebrun paieraient des impôts à la commune de Roquebrun qui pourrait rénover le moulin de Roquebrun. Parce que de l'argent, il y en a. L'argent, il y en a. Est-ce que vous avez fait le calcul de ce qu'ont eu les actionnaires, par exemple, de Total l'année dernière? Les actionnaires de Total, ils ont eu 14 milliards de bénéfices à se distribuer. Il y a dans le monde 100 000 agents qui travaillent pour Total, dont 30% en France. Vous faites la division, 14 milliards d'euros divisé par 100 000, vous avez 140 000 euros. Chaque agent de Total a donné l'année dernière 140 000 euros aux actionnaires de Total. À EDF, ça fait un peu moins. À EDF, ça fait que 40 000. Chaque agent d'EDF a donné l'année dernière 40 000 euros aux actionnaires d'EDF. Leur idée, c'est d'aller là-dessus
mais de développer un solaire qui peut servir à la spéculation, c'est-à-dire c'est eux qui tiennent les manettes. Et ils développent le photovoltaïque, c'est-à-dire faire de l'électricité. Le solaire, on peut en faire un autre usage, c'est-à-dire du solaire thermique. Et ces outils-là de production qui sont du solaire thermique, c'est quoi? C'est mettre des panneaux sur un toit, chauffer de l'eau, stocker cette eau dans des ballons qui servent à alimenter l'eau sanitaire chaude, mettre, pourquoi pas, une micro-pompe à chaleur pour faire du chauffage avec. Ça, c'est des outils qui marchent, mais la volonté des industriels, c'est de ne pas le développer. Parce que là, vous devenez autonome. Là, il n'y a pas des gens qui vont vous racheter votre énergie pour aller la vendre sur le marché et faire de la plus-value. Là, vous gagnez une indépendance énergétique. Après, il faut toujours être raccordé au service public de l'électricité, parce que quand il n'y a pas de soleil, il faut bien que quelqu'un vous fournisse. Mais la conception de ces outils, c'est complètement différent. Et il y a une volonté politique que ça ne se développe pas pour que les gros industriels, parce que ceux qui vont gagner beaucoup d'argent avec le solaire, ce n'est pas celui qui va mettre un panneau sur le toit. C'est ceux qui font des fermes solaires avec des hectares de panneaux solaires. Et c'est eux qui vont imposer la règle demain. Donc je pense que c'est très important d'aborder ce point-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre le solaire, on n'est pas contre l'éolien, mais attention, comment on le fait et à qui ça profite. Voilà. J'ai apporté la réponse. Dans la logique d'aujourd'hui, si demain, le mètre cube d'eau, on peut vous l'enquiller aux élus, parce qu'on va l'enquiller aux communes, aux gens qui habitent, si on peut leur foutre à 100 € le mètre cube, alors que nous, ils nous en rapportent que 3, on arrêtera de faire de l'électricité. Et on s'en fout d'arrêter de faire de l'électricité, parce que même si on arrête de faire de l'électricité, la pénurie fera monter les prix, donc ils gagneront sur les deux tableaux. Le patron qui a été limogé de la production hydraulique avait répondu, le jour où EDF ils gagneront plus de faire pousser des salades, on fera plus de kilowattheures, on vendra la salade. Donc pour reprendre l'expression qu'on a employée tout à l'heure, la CGT ne baisse pas la garde sur ce problème. Et jamais. Voilà, je vous remercie, et puis je vous remercie tous d'avoir participé à cette